Alors aujourd'hui, je suis venue ici pour vous parler du phénomène de plateformisation dans les jeux vidéo. Donc, je suis en première année de thèse. Je rédige une thèse sur les pratiques vidéoludiques des jeunes, la manière dont ils comprennent les systèmes économiques qui sont développés dans l'industrie, donc les modèles économiques comme le free-to-play, l'abonnement, les microtransactions, et aussi sur leur perception des discours éducatifs qui visent à encadrer leurs pratiques. Donc, mon objectif est vraiment de partir du point de vue des jeunes et de comprendre comment eux évoluent dans ces environnements marqués par les impératifs de l'industrie, la nécessité d'éducation, d'accompagnement de leurs pratiques, etc. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur les stratégies mises en place par l'industrie vidéoludique et plus précisément le phénomène de plateformisation qu'on peut observer. Alors, les pratiques des jeunes. Donc aujourd'hui, les jeux vidéo représentent un loisir central dans la vie quotidienne des jeunes. On sait qu'en France, par exemple, que 93% des jeunes âgés de 10 à 17 ans jouent aux jeux vidéo. Pourquoi est-ce que les jeunes jouent? Bien parce que le jeu vidéo répond à différents besoins qui sont notamment importants à l'adolescence. Par exemple, le besoin d'affiliation sociale. Le jeu vidéo peut se présenter comme un moyen pour les jeunes d'entretenir leurs relations qu'ils ont, par exemple, à l'école avec leurs camarades de classe. Donc, après une journée d'école, les jeunes vont se retrouver en ligne, par exemple, pour continuer leur conversation, continuer à échanger. Et même lorsque la pratique du jeu vidéo est solidaire, elle peut demeurer un support de sociabilité auprès des jeunes. Donc, c'est-à-dire le jeune va rentrer jouer seul à son jeu vidéo, mais il va également, lorsqu'il retournera à l'école, par exemple, échanger sur son expérience de jeu. Le jeu peut également se présenter comme une source, un moyen d'évasion, souvent un monde où les adultes ne sont pas, en fait, leurs parents ne sont pas présents, donc ils ont plus de liberté, ils peuvent un petit peu plus faire ce qu'ils veulent. Et enfin, le jeu vidéo comme exutoire, donc un endroit où les jeunes peuvent s'exprimer, laisser parler à leurs émotions, parfois leur agressivité, dans des contextes un peu plus sécurisés que dans la cour de l'école, par exemple. Alors, les pratiques vidéoludiques des jeunes, dans mon travail de recherche, je les prends dans leur ensemble de façon large. Donc, je considère que ce sont des pratiques multiformes. Au-delà du jeu primaire, donc le simple fait de jouer à un jeu vidéo, on a ce qu'on appelle le jeu secondaire, donc toutes les pratiques qui sont un petit peu plus périphériques. Par exemple, le fait de regarder un père jouer, regarder des streamers sur Twitch, participer à des compétitions, discuter sur un forum, etc. Et parce que ces pratiques sont multiformes, elles sont également multiplateformes, c'est-à-dire qu'elles s'étendent au-delà du simple jeu, de la plateforme de jeu. Donc on a des supports comme YouTube, Twitch, Kik, des réseaux sociaux comme Discord, Twitter et Reddit qui sont très présents auprès des communautés de joueurs. Alors, rentrons dans le vif du sujet, les jeux vidéo et la plateforme. Avant de parler du phénomène de plateformisation, j'aimerais vous présenter du coup les jeux vidéo tels que je les aborde dans ma recherche. Donc, je les divise en deux grandes catégories économiques pour simplifier un petit peu la vision. Donc, on a d'abord les Game as a Service, donc les GAS, qui regroupent les jeux en ligne en fait, qui vont chercher à générer des revenus sur le long terme, au-delà de l'acquisition du jeu. Donc, ça s'oppose au modèle traditionnel, le Game as a Product, le GAP, où ce sont des jeux en fait, qui sont monétisés en une seule fois lors de l'achat initial. Donc, auparavant, c'était vraiment le GAP qui était le modèle dominant dans l'industrie, mais on a de plus en plus de GAS, notamment avec l'émergence des jeux en ligne, qui visent à générer de l'argent, des revenus régulièrement. Alors, on a donc deux grandes catégories avec des objectifs distincts. Donc, le GAP, son objectif, c'est juste l'acquisition des joueurs, des clients. On cherche à vendre le jeu comme un produit fini. Et de l'autre côté, on a les GAS qui, eux, ont trois grands objectifs. Alors, ces objectifs sont des objectifs qui sont définis par l'industrie elle-même. Et donc, on a l'acquisition du joueur. Puis, on a la rétention du joueur. Donc, la rétention, c'est une mesure qui vise à évaluer la proportion de joueurs qui vont venir jouer régulièrement sur le jeu, donc après leur première session, leur deuxième session, etc. Et puis, on a la monétisation. Généralement, les GAS, pas généralement, mais beaucoup de GAS sont des free-to-play, donc l'acquisition est gratuite. Et pour générer des revenus, eh bien, on a trois grandes sources de monétisation. Donc, on va avoir les microtransactions, la vente d'espaces publicitaires dans le jeu ou encore la vente des données des joueurs. Alors, vers une plateformisation du jeu vidéo, c'est ma grande question pour cette dimension de mon travail. Généralement, quand on parle de plateformisation dans l'industrie vidéoludique, on parle
je cite une citation de Coavu et Rock, on parle d'extension croissante d'une forme organisationnelle, la plateforme, à de nouveaux secteurs économiques. Donc souvent, on traduit ça par la mise en réseau des consoles ou l'apparition de plateformes comme Epic Games et Steam qui visent à vendre de façon dématérialisée les jeux vidéo. Donc ce sont des plateformes qui débarquent dans l'industrie pour servir l'économie de l'industrie. Dans mon cas ici, quand je vais parler de plateformisation, je vais parler de la plateformisation non pas dans l'industrie avec l'arrivée d'acteurs, des plateformes dans l'industrie, mais vraiment de la plateformisation du fonctionnement du jeu vidéo en lui-même. Donc comment est-ce qu'on peut voir de la plateformisation dans le jeu en lui-même et non pas dans l'industrie de façon globale. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une plateforme? Une plateforme, dans son sens large, c'est une infrastructure numérique qui met en relation au moins deux groupes d'individus. Ces individus, ça peut être des clients, des annonceurs, des prestataires, des producteurs et même des objets physiques. La plateforme, elle se positionne en intermédiaire et cette position d'intermédiaire va lui permettre de récolter une grande quantité de données de tous ces groupes d'individus parce qu'elle se place au centre de leurs interactions. J'ai relevé trois grandes caractéristiques qui sont propres aux plateformes. Donc, comme on vient de le dire, elle met en relation différents groupes d'usagers. Elle s'appuie sur des effets de réseau directs et indirects. Alors, pour vous expliquer les effets de réseau, un effet de réseau direct, ça va être quand chaque nouvel utilisateur va augmenter la valeur d'un bien ou d'un service. Et donc, le bien ou le service va paraître plus attirant pour les autres utilisateurs. L'exemple historique, c'est le téléphone. Un téléphone, si une seule personne dans le monde a un téléphone, le téléphone n'a pas de valeur parce qu'on ne peut pas échanger avec d'autres personnes. Et donc, plus on a de clients avec un téléphone, plus le réseau va s'étendre et plus le téléphone va prendre de la valeur. À côté de ça, on a aussi les effets de réseau indirect. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque l'apparition de produits complémentaires sur un service initial va apporter de la valeur à ce produit initial. Un exemple, l'App Store. L'App Store, plus il a d'applications dans ce service, plus l'App Store est intéressant pour les utilisateurs et aussi pour les vendeurs. C'est un cercle vicieux. Plus l'App Store a d'applications dessus, plus les utilisateurs vont peut-être être intéressés à utiliser un iPhone plutôt qu'un autre téléphone Android parce qu'il va dire, tiens, sur l'App Store, on a telle et telle application. Et plus l'iPhone va avoir d'utilisateurs, plus on va avoir de développeurs d'applications qui vont venir investir l'App Store en disant, tiens, là, il y a un gros pool d'utilisateurs, de consommateurs potentiels, donc je peux venir développer des applications. C'est le même phénomène sur Amazon. Amazon, plus il y a de clients, plus il y a de boutiques qui vont ouvrir sur la plateforme. Et de l'autre côté, plus il y a de boutiques, plus on a de clients potentiels. Et donc, les plateformes vont essayer d'amener toujours plus de personnes qui consomment le produit. Et cela va aussi leur permettre de récolter toujours plus de données. Et ça nous amène à la troisième caractéristique, c'est qu'une plateforme, elle va placer la marchandisation des données au cœur de son fonctionnement économique. Et les jeux vidéo dans tout ça. Alors, pour vous illustrer comment est-ce qu'on peut considérer de nombreux jeux vidéo aujourd'hui comme des plateformes, je vais prendre chacune des trois caractéristiques et montrer comment elles peuvent s'appliquer dans certains jeux. Donc, tout d'abord, la première caractéristique, la mise en relation des différents groupes d'usagers. Je vais prendre l'exemple de Fortnite. Donc, on a un chercheur d'Ozo qui a pris l'exemple du jeu Fortnite et qui a recensé pas moins de 6 groupes d'usagers dans le simple jeu Fortnite. Donc, on a par exemple les joueurs qui vont jouer à la version payante du jeu, donc le mode histoire. On a les joueurs qui vont s'affronter gratuitement sur le mode Battle Royale, qui est le plus populaire. On a ceux qui vont dépenser de l'argent pour acheter des cosmétiques comme des skins ou des emotes. On a les joueurs e-sportifs qui peuvent même gagner de l'argent en jouant. On a les joueurs spectateurs ou joueurs secondaires, donc ceux qui vont vraiment vivre le jeu par procuration en regardant quelqu'un d'autre jouer. On a ensuite, de l'autre côté, les joueurs producteurs qui vont, par exemple, enregistrer leurs parties et les diffuser sur d'autres plateformes. Pour les effets de réseau, pour ce qui concerne les effets de réseau directs, c'est quelque chose qui est surtout observable dans les jeux de rôle massivement multijoueurs, donc les MMORPG, où en fait les développeurs ont tout intérêt à attirer toujours plus de joueurs qui vont créer des communautés en ligne et qui vont elles-mêmes en fait attirer
en réseau toujours plus de joueurs, et cela leur permet notamment d'augmenter la durée de vie en fait, d'un jeu. Moi, ce qui m'intéresse, ce que je trouve particulièrement intéressant dans les effets de réseau et avec les gars, ça va être les effets de réseau indirects. Donc, au niveau des plateformes, on a souvent deux groupes différents, les producteurs de contenu, ceux qui vont faire les produits et services complémentaires, et on a les utilisateurs et les consommateurs. Dans le jeu vidéo, on a souvent une catégorie hybride, donc des joueurs producteurs, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont de temps en temps joueurs, d'un autre côté, ils peuvent aussi être producteurs. Et ces personnes, elles vont créer du contenu, donc de l'UGC, pour nourrir leur activité ludique. Et parmi ces UGC, on retrouve notamment les mods, qui est une des pratiques les plus répandues de création de contenu dans le jeu vidéo. Donc la pratique du modding, elle consiste à modifier des jeux vidéo existants, et c'est une pratique qui représente un élément majeur aujourd'hui dans la culture vidéoludique, parce qu'elle va générer vraiment de la valeur en fait auprès de l'industrie vidéoludique, parce que ces mods vont, par exemple, permettre de prolonger la durée de vie d'un jeu en apportant du nouveau contenu, mais aussi les mods permettent à l'industrie de ne pas prendre certains risques. C'est-à-dire, on a des jeux très populaires qui sont nés en fait à la base de contenu généré par les utilisateurs, et le mode se présente comme un marché test en fait pour l'industrie. C'est-à-dire, bien, c'est les joueurs qui créent ce contenu. Nous, on regarde pas trop comment ça se passe. Soit, voilà, ça passe, soit ça casse. Mais si ça passe, c'est peut-être intéressant d'aller jeter un œil et de voir s'il n'y a pas moyen d'en faire quelque chose de ce contenu qui a été utilisé, vu qu'il a déjà été testé en fait sur le public test. On comprend donc que les mods vont créer vraiment de la valeur pour l'industrie, alors que ça vient d'une pratique de loisir finalement des joueurs. Et comme c'est un loisir, on n'est pas rémunéré si on crée des mods, parce que c'est considéré comme un loisir, même si on va venir créer de la valeur pour l'industrie, c'est considéré comme une pratique vidéoludique. Donc voilà, il n'y a pas de raison qu'on vienne rémunérer les personnes qui créent des mods, et c'est pourquoi on a certains chercheurs comme Kutlich qui vont parler de playbook. C'est un peu un parallèle avec le digital labor, donc le fait de vraiment produire de la valeur pour la plateforme quand on l'utilise, quand on a une activité dessus, sans pour autant que ça soit considéré comme du travail. Alors, les données, on a un intérêt grandissant de l'industrie pour les données depuis le début des années 2000, depuis notamment l'émergence des jeux en ligne. Et cette importance des données s'est vraiment imposée et a redéfini vraiment les pratiques, les rythmes de production et les métiers qui opèrent dans l'industrie, parce que la collecte et l'analyse de données doit désormais être faite tout le temps, en permanence. On veut toujours collecter, analyser ces données, voir ce qu'on peut en faire, etc. On peut distinguer différents types de données qui vont intéresser l'industrie. Donc, on a les données qui vont être issues de l'activité de jeu. C'est ce que le joueur fait en jeu. Est-ce qu'il court à certains moments? Est-ce qu'il arrive à battre le boss? Comment il communique avec les autres joueurs ou autres. On a les données qui vont être renseignées directement par le joueur au moment de son inscription, par exemple, comment il s'appelle, c'est quoi son adresse mail, parfois où il habite. Et ensuite, on a les données qui vont être issues de l'appareil sur lequel le joueur joue. Donc, par exemple, si c'est sur un téléphone, on peut même avoir la localisation, le numéro de carte SIM, l'opérateur, etc. Toutes ces données qui vont être récoltées et analysées, elles ont trois finalités. La première, ça va être, c'est comme ça que c'est présenté souvent plus par l'industrie, c'est optimiser le fonctionnement et personnaliser l'expérience de jeu pour permettre aux joueurs de prendre toujours plus de plaisir quand ils jouent. Ensuite, on a la vente d'espaces publicitaires ciblés. Ça, c'est très présent dans les jeux free-to-play sur mobile. On a carrément des bannières qui sont incrustées dans les jeux, etc. Mais ça peut aussi être vendre des espaces publicitaires qui ne sont pas ciblés individuellement, mais plutôt en termes d'audience. Donc, on a par exemple Fortnite qui organise des événements, vraiment des événements marketing lors de la sortie de films, etc. Parce que les annonceurs essayent de cibler l'audience de Fortnite quand ils vont sortir quelque chose. Et ensuite, on a le fait simplement de vendre les données à des courtiers en données. Alors, au début de ma présentation, j'ai annoncé les trois grands objectifs que l'industrie elle-même en fait annonçait lorsqu'elle parle de ses stratégies économiques, donc l'acquisition, la rétention et la monétisation. Mais en faisant ce parallèle entre plateformes, jeux vidéo et quand je comprends l'importance des données aujourd'hui dans l'industrie vidéoludique, je me dis, mais en fait, il y a un quatrième objectif qui est sous-jacent et qu'on ne cite pas clairement, qui est celui du maintien de l'activité.
En effet, pour récolter des données, il faut maintenir le joueur actif le plus longtemps possible, parce que plus un joueur est actif, plus il produit des données au moment de son activité, et c'est quelque chose qui n'est pas explicable par la rétention. Parce que la rétention, ça va être simplement, je me connecte aujourd'hui, je ne joue plus, ça peut être une session de 5 minutes, et puis dans 3 jours, je me reconnecte, je refais une session de 5 minutes, etc. Mais ça ne permet pas de justifier et de permettre la collecte de données en continu. Ces objectifs sont un petit peu aussi, peuvent être mis en parallèle avec le fonctionnement des plateformes, et notamment le maintien d'activité. Donc on sait bien, on peut aussi faire le parallèle avec l'économie de l'attention, même si je ne vais pas le faire maintenant parce que c'est encore différent. Mais ce sont vraiment toutes des choses qui sont mises en place pour vraiment retenir le joueur en jeu. Et donc, pour parvenir à ces fins, l'industriel va mettre en place toute une série de mécanismes en s'appuyant même parfois sur la psychologie du comportement. On peut par exemple citer les dark patterns pour les plus extrêmes, qui peuvent s'apparenter à vraiment de la manipulation de l'activité du joueur pour les pousser à passer plus de temps en jeu, à dépenser parfois même de l'argent alors qu'ils n'en ont pas envie. Et malgré une prise de conscience qui est de plus en plus grande, donc voilà, on se dit, on sait notamment au niveau des plateformes comment elles fonctionnent, qu'il faut faire attention, etc. C'est fait de façon tellement subtile et sophistiquée que c'est dur, même en ayant connaissance de cela, de savoir à quoi on fait face en fait quand on joue, quand on accepte les conditions de la politique de confidentialité, etc. D'un jeu. Et moi, ce qui m'intéresse dans ma recherche, c'est de me dire, c'est dur pour nous en tant qu'adultes. Qu'en est-il des jeunes joueurs qui sont beaucoup plus vulnérables en fait face aux pratiques de manipulation et beaucoup plus influençables dans l'industrie vidéoludique, alors que le jeu vidéo en fait représente aujourd'hui un loisir véritablement central dans leur vie quotidienne. Donc voilà, merci pour votre attention. Merci Sarah. Donc on a bien sûr du temps pour des questions et des discussions. Oui. Merci pour la présentation. Je faisais un commentaire à Roxane pendant que tu parlais, que je trouvais intéressant parce que cette tendance-là, justement, d'aller chercher l'information pour après ça l'avoir, tout ça, c'est quelque chose qu'on voit évidemment pas juste dans le jeu vidéo, on le voit littéralement partout, tous nos téléphones, toutes nos télés intelligentes, on est le produit. Oui. Puis je me demandais justement si tu comparais ça justement avec d'autres de ces pratiques-là qui sont, je dirais, omniprésentes partout, tout le temps, constamment. Alors moi, dans ma recherche, je ne vais pas forcément faire un parallèle en tant que tel, mais ce que je trouve vraiment très intéressant et que je citerai, c'est qu'on a vraiment beaucoup de discours éducatifs et un petit peu de panique autour de ça. Attention, TikTok aspire toute votre attention. Attention, on passe beaucoup de temps là-dessus. Et le jeu vidéo, en fait, les craintes autour du jeu vidéo sont encore très ancestrales. Violence et addiction, mais sans parler de la rétention qui est mise en place par l'industrie. Enfin, voilà, c'est encore très reculé comme manière de penser le jeu vidéo, alors qu'on va faire un discours de prévention sur TikTok, mais on ne va pas considérer que le jeu vidéo pourrait avoir certains mécanismes similaires. Enfin, voilà, on les place vraiment comme deux catégories très différentes, alors que je pense qu'il y aurait moyen d'aborder les choses comme un tout, comme le numérique, en fait, comme un ensemble, et voilà, de voir... moi, j'ai fait déjà une première phase exploratoire avec des parents, et il y en a certains qui n'étaient pas plus préoccupés que ça par le jeu vidéo, mais par contre les réseaux sociaux, attention, on passe beaucoup de temps dessus, etc. Et c'était de me dire, tiens, c'est drôle parce que moi, dans ma recherche, j'essaye vraiment de voir le jeu vidéo comme une plateforme, et en Belgique, je sais d'un point de vue juridique, on va, encadrer le fonctionnement des plateformes d'une certaine façon, et le jeu vidéo, on le met de côté, en fait, comme si c'était très différent, alors que je pense vraiment qu'il y a moyen de voir ça en parallèle. Mais merci beaucoup, c'est un petit peu justement où ma question s'enlignait, je suis vraiment content d'entendre ça, mais je me posais aussi la question, parce que pour TikTok, c'est parce qu'on a un No Deal Apparel qui arrive, on a peur de la Chine, parce que, of course, les valeurs ancestrales de se faire reprendre, là, puis de se faire attaquer, puis de se faire belayer. Mais je me demandais si c'était quelque chose qui se passait dans le jeu vidéo, si c'est des jeux, des fois, justement, qui sont vus comme fait à l'extérieur et donc il y aurait ce même potentiel-là. C'est moi qui lance la question des airs en général. Ouais, je ne sais pas du tout. Oui, moi je m'en doutais un peu. Ça va la faire.
Mathieu, puis après, Oui, ben, en fait, ma question, elle embarquait un peu là-dessus, justement. C'est vraiment une question, c'est plus justement comme un commentaire dans cette lignée-là, avec le fait que beaucoup de ces jeux-là qui ont le modem freemium, hein, la crainte à la base, c'était le fait que la collecte de données se faisait par des compagnies comme Tencent Games, qui est chinoise. Ah, ça rentre dans le discours à TikTok, c'est chinois. Puis tout, Epic Games, à ce c'est possédé par Tencent Games. Donc vraiment, il y a cette grosse industrie-là de l'information, hein, d'espionnage, en gros guillemets. Puis je me demande si justement, tu dis comme ça pourrait peut-être être intéressant de voir les parents n'ont aucun intérêt par rapport aux jeux vidéo de leurs jeunes. Mais si tu poses la question, savez-vous que Fortnite, par exemple, la moitié des actions de la compagnie est possédée par une compagnie chinoise? Est-ce que la réaction des parents serait différente en fait? Puis je demande vraiment des parents parce que c'est surtout des parents qu'on voit ces craintes-là. Là. Les jeunes, nous, s'en foutent généralement beaucoup. Là. Mais ça serait peut-être intéressant d'aller voir parce que la place de l'industrie du jeu vidéo chinoise dans cette collecte d'informations-là est immense. Mais c'est hyper intéressant. Je vais noter d'ailleurs le commentaire. Mais je suis même pas sûre que, comment je veux dire, en tout cas que les parents que j'ai déjà interrogés et que j'interrogerai plus tard peuvent avoir ce niveau de conscience-là. Enfin, c'est déjà très élevé en fait dans le fonctionnement du jeu vidéo, quoi, de dire bah, c'est possédé par ces gros groupes qui monopolisent le marché du jeu vidéo et qui font ça. Enfin, je me dis c'est peut-être déjà trop abstrait au niveau de. Oui, mais je me demande s'il n'y a pas justement une manière d'aller chercher, voir si tu pourrais faire une stéréotypisation hein, pour voir c'est quoi la réaction. Ouais. Comme savez-vous que c'est une compagnie chinoise qui possède les réseaux d'information. Là, c'est la réaction différente. Est-ce que je suis pas sûre que c'est pareil? Non, mais c'est d'aller voir justement comme est-ce que la réaction changerait sur la base de cette stéréotypisation-là, en fait. Et la réponse à ça, c'est oui. Oui, mais comme. Je pense que ça va changer sa direction de recherche. Oui, c'est Roxane. Oui, mais je trouve que le parallèle que tu fais entre les réseaux sociaux et les jeux vidéo est super intéressant parce que, bon, TikTok, moi personnellement, j'ai des choses contre TikTok, mais ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec un collègue cette semaine qui me disait ah non, mais moi, les jeux vidéo, j'aime vraiment ça, mais je ne peux pas jouer parce que je deviens trop addict. Puis moi, disclaimer, j'ai un TDAH, et donc, dès que comme, quelque chose capte mon attention, peu importe c'est quoi, je deviens comme vraiment focusée là-dessus. Ça peut être littéralement mon téléphone, un jeu vidéo, je sais pas, du crochet, n'importe quoi. Puis, il faut quand même admettre, je pense que les réseaux sociaux, spécifiquement TikTok, Instagram, ont des mécanismes en place pour garder l'attention qui sont un peu différents de ceux du jeu vidéo. Puis, tu sais ce que je disais, on parlait de, OK, ben, si on dit aux parents que c'est une compagnie chinoise qui offre Fortnite, est-ce que ça fait une différence? À mon sens, la différence, c'est dans le type d'information que les enfants, les ados peuvent aller chercher. En tant que parent, tu te dis, est-ce qu'il y a plus de danger que mon enfant est à la rencontre de contenu qui est problématique sur TikTok ou en jouant à Fortnite? Ben, il y a une plus grande possibilité que tu tombes sur du contenu conspirationniste, d'extrême droite ou whatever sur TikTok que sur Fortnite parce que c'est une activité encadrée. Maintenant, il y a toutes sortes de gens sur Fortnite, on sait très bien que c'est relativement facile d'aller radicaliser des gens dans Fortnite, mais d'une perspective externe, le contenu auquel tu peux accéder est très différent. Right? Et à mon sens, outre le racisme qui vient avec toute cette discussion-là, qui n'est pas toute la direction qu'on cherche, il y a cette idée de qu'est-ce qui rassure les parents dans le jeu vidéo versus le reste des réseaux sociaux. Et à mon sens, c'est je sais ce que mon enfant fait. Qui n'est pas nécessairement le cas quand tu lui dis, ben, tu laisses ton enfant libre sur YouTube, puis je pense que la statistique, c'est qu'il est toujours à 3 vidéos suggérées de contenu conspirationniste. C'est sur YouTube. Alors que sur Fortnite, en théorie, en tant que parent qui joue probablement pas à Fortnite, ben, tu sais que ton enfant est en train de jouer à un jeu. Fait encore une fois, c'est pas une question sur un commentaire, mais peut-être que il y a une piste de recherche intéressante là-dedans. Il y a beaucoup de main levée, donc ça va être Simon, Ming, puis après ça, c'est Frankie. C'est bon. Je pense qu'on travaille vraiment sur un projet parce qu'effectivement, les mécaniques graphiques, enseigner aux parents que les mécaniques, c'est aussi problématique, pas juste le contenu. C'est exactement ça que je fais de mon côté aussi.
Puis justement, anecdote personnelle du fait que je vois passer des parents déjà aussi. Récemment, j'en ai une qui me jasait qu'elle est vraiment forte sur le GTARP. Donc, elle écoute des streamers français qui jouent à GTA. Et donc, ils font du roleplay à l'intérieur de GTA Online. Mais aucun intérêt pour les jeux vidéo. Elle ne manipule pas des manettes, elle ne touche à rien. Elle, c'est vraiment sa consommation de contenu directement centrée là-dedans. Puis, autant toi, je ne sais pas si tu as vu ça passer, c'est parce que c'est pas tout à fait un game as a product, c'est même plus tout à fait un game as a service parce que le service qu'elle consomme, c'est Twitch. Ça donne juste que c'est Twitch qui présente du footage de jeux vidéo avec quelqu'un qui crie par-dessus. Fait qu'on est comme dans du games as a theater, presque. Puis, justement, toi, dans tes observations, dans tes discussions, est-ce que les parents font une distinction entre les deux? Est-ce qu'ils sont capables de différencier ma fille écoute du GTARP versus ma fille joue à GTA ou genre ma fille écoute Twitch ou quelque chose? Et les jeunes, eux, est-ce qu'ils t'en parlent différemment parce qu'on commence à s'éloigner beaucoup du jeu vidéo dans ce qu'il a, on commence à juste être devant de la télévision avec ça. Qu'est-ce que tu vois, toi, un peu dans tes analyses? Alors, déjà, au niveau du terrain, pour l'instant, j'ai vraiment juste fait une mini-phase exploratoire où j'ai interviewé 6 parents. Donc, je n'ai pas encore eu avec les jeunes. Mais au niveau des parents, j'avais eu des commentaires, notamment avec la consommation de Twitch. C'était notamment un papa informaticien qui joue aux jeux vidéo, donc il n'avait pas de souci avec son enfant qui joue aux jeux vidéo, mais il était vraiment exaspéré quand il parlait de Twitch. Il disait, mais par contre, je ne comprends pas comment est-ce que mon enfant peut passer autant de temps à regarder quelqu'un d'autre jouer. Et donc, moi, je sais que dans ma recherche, je vise vraiment à essayer de... Je vais accompagner, en fait, je vais faire des observations, de voir comment est-ce qu'un jeune joue aux jeux vidéo, mais de nouveau au sens large, c'est-à-dire je vais l'observer, comment peut-être il joue en ligne et s'il met une vidéo sur le côté, ou comment est-ce qu'il regarde et discuter avec lui, voilà, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que ça t'apporte de regarder cela et tout. Mais moi, dans la compréhension des mécanismes, ça va vraiment être le jeu vidéo en lui-même, mais je sais que dans mon observation, je prendrai en compte toutes les pratiques secondaires. Et en tout cas, si je m'intéressais à Twitch un peu plus profondément, moi, ce qui m'intéresserait aussi sur Twitch, parce que j'avais commencé à le faire, mais j'ai abandonné parce que ça aurait été trop long, c'est tous les mécanismes de rétention, d'économie de l'attention, en fait, qui sont sur la plateforme, avec les publicités, le fait de devoir faire des dons continuellement. Enfin, voilà, ça aurait été plus à ce niveau-là, je pense que je me serais intéressée à Twitch, mais je pense que c'est pas si différent le fait de jouer et de regarder quelqu'un jouer, parce qu'on entre dans le jeu pas de la même façon parce que c'est pas nous qui sommes aux commandes, mais on est confronté à du contenu qui est présent dans le jeu comme si on y était aussi. Enfin voilà, c'est quelque chose. C'est que j'abordais en plus le code du côté RP, dans le sens où on commence à s'éloigner même du contenu offert dans le jeu, c'est du contenu avec ça. C'est comme un peu de la télé-réalité, mais c'est ça, fait que tu ne vois pas que les parents sont capables nécessairement de faire cette différence-là, puis au contraire, il y a l'air d'avoir une méconnaissance. Oui, c'est ça. Merci. Moi, ma direction de recherche est un peu l'inverse. J'ai dit ici, je m'intéresse comment les studios de jeux utiliser leurs jeux vidéo, leur construction du monde, leur storytelling pour créer une communauté des fans et à transmettre cette idée à l'inverse. Bon, je me concentre sur les studios de jeux vidéo chinois. Oui. Pas les jeux vidéo qui sont achetés par Samsung, mais ceux qui sont vraiment fabriqués par les Chinois, qui sont maintenant très populaires chez les jeunes d'ailleurs. Ça montrait parce que c'est des jeux qui sont souvent gratuits. Et comment ils vont créer une histoire et tout ça. Et c'est très intéressant que je vois le point de vue de vulnérabilité chez les jeunes, parce que je pense que c'est un point que peut-être c'est une piste de réflexion, c'est qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui paraissaient cute. Par exemple, tout ce que j'ai dans ma tête, c'est des jeux vidéo soit chinois ou soit japonais, par exemple, Fate Runner, par exemple, ou Mamusume, je ne sais même pas si vous pouvez ça, mais c'est vraiment des jeux vidéo qui sont très cute. Il y en a un dernièrement en Chine qui a fait scandale. C'est un jeu vidéo qui n'est jamais sorti ici, mais ça a causé beaucoup de problèmes en Chine. Le jeu vidéo s'appelle Party des Tueurs. Et c'est comme des tueurs qui sont. C'est pas chez les jeunes, mais c'est chez les enfants. C'est un jeu vidéo il y a des années. Quand aussi vous voyez le design, vous voyez que c'est pas pour des 14 ans, c'est pour les 8-9 ans. Okay. Et en Chine, il y a une politique très sévère de censure des jeux vidéo. Les gens qui ont moins de. Déjà, on connecte toujours avec notre numéro, comme
les gens, mais les gens qui ont moins de 18 ans ne peuvent que jouer 3 heures par jour pendant les fins de semaine. Et les autres moments, on ne peut pas jouer. C'est régi par le gouvernement. Oui, c'est ça. Alors, ce jeu qui a l'air vraiment très cute a réussi de convaincre beaucoup de parents que c'est un jeu efficace. Donc, les parents disent, ah, je vais qualifier ton téléphone avec le mien, alors que ça posait. Et ça fait scandale parce qu'il dit que ce jeu utilisait toutes les techniques utilisées dans les MMO. C'est beaucoup de socialisation, beaucoup de compétition, beaucoup de skins, beaucoup de les petits personnages en œuvre de multicolores que tu peux acheter. C'est vraiment les trucs que même en tant qu'adulte, on a du mal à résister. Alors qu'ils ont tous mis dans un jeu qui vise un public jeune. Et ça, effectivement, c'est absolument basique. Ça fait vraiment scandale et c'est ce qui a rendu un peu les gens colériques. Mais ça, c'est un cas extrême. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeux vidéo maintenant qui sont comme ça, qui sont déguisés sous une phase un peu éducative, cute, pas dangereux, alors qu'au fond, il y a énormément de contenus qui sont juste là pour avoir de l'argent des jeunes qui sont sur le carte de crédit de leurs parents. Mais oui, c'est ça. Mais c'est vraiment ça. Et aussi, en même temps, je m'intéresse à un autre point de vue. Notamment lorsque j'interviewais les parents, c'est la délégitimation de certains jeux. En fait, je vais m'intéresser aussi à la hiérarchisation qui est faite dans certaines pratiques et de voir si un enfant qui joue, par exemple, aux échecs en ligne, alors que ça reste un jeu vidéo, est-ce que c'est mieux vu par le parent que s'il passait le même temps à jouer à Fortnite? Et ça aussi, c'est quelque chose, voilà, plus dans le discours des parents, oui, oui, mais voilà, c'est essayer de voir sur quoi est-ce que les parents vont se baser peut-être pour faire cette hiérarchisation. Et ça, je sais que j'avais lu que souvent, un jeu qui apportait quelque chose à l'enfant, qui lui permettait de développer des compétences qui peuvent être mobilisables à l'extérieur du jeu, sera plus valorisé qu'un jeu qui est juste un jeu, en fait, qui permet de passer du temps, alors que c'est une activité de jouer. Enfin, je veux dire, ça ne devrait pas être... Mais pour revenir au jeu pour enfants, moi, j'avais jamais joué à Fortnite avant. En fait, je vais m'intéresser à Fortnite, Roblox et Minecraft dans mon cœur de recherche. Et j'avais jamais joué à Roblox avant d'entamer ma recherche. Et j'ai vraiment été choquée par le nombre d'incitations à l'achat qu'il y avait dans le jeu. Donc, j'avais été dans un bête mini-jeu où il faut habiller, je crois, le personnage dans une boutique. Et j'essayais d'habiller mon personnage, mais à chaque fois, j'allais sur une vitrine, c'était payant, quoi. Et j'étais en mode, mais comment est-ce que je joue, en fait, si je ne veux pas dépenser de l'argent dans le jeu? Et à la fin, il y a un défilé donc, avec tous les avatars. Et en fait, tout le monde avait payé parce que je voyais très bien les tenues que tout le monde présentait. Et je me suis dit, mais voilà, c'est incroyable, quoi. Alors que Roblox, à nouveau, bon, c'est quand même un petit peu le démon du jeu vidéo pour l'instant, mais si on passe outre la médiatisation qui en est faite, c'est un jeu enfantin. Enfin, on voit visuellement, c'est un Lego en jeu vidéo, quoi. Je trouve ça très intéressant. Oui, Frankie. Tu viens de répondre un peu à ma question. Je me demandais si tu avais pas plus de jeux qui t'intéresseraient particulièrement. Je comprends bien. Puis bon, on en profite pour te demander un peu plus, c'est quoi ton scope? J'entends questionner les parents. J'imagine que c'est pour une question d'éthique auprès des enfants. Puis sinon, globalement, c'est à quoi je pense que va ressembler ton projet scolaire. J'en profite. Du coup, donc la base, moi, c'est vraiment interroger les jeunes pour comprendre comment eux vivent leur pratique. Et je mène ma thèse en partenariat avec le CESEM, qui est le Conseil supérieur d'éducation aux médias en Belgique, parce que c'est un peu un présupposé que j'ai fait en développant mon projet de recherche, c'est qu'on a des discours éducatifs et toute une sorte d'éducation aux médias qui est faite et qui a l'air vraiment décalée par rapport à ce que les enfants vivent en fait sur le terrain. Et moi, c'est essayer de voir, ok, les discours éducatifs, c'est ça, mais est-ce que ça colle à ce à quoi un enfant est confronté quand il joue? Donc moi, mon cœur de recherche, c'est vraiment le point de vue du jeune joueur. Et je m'intéresse du coup à des jeunes joueurs de 12 à 15 ans qui jouent à Roblox, Fortnite et ou Minecraft. Donc le choix de ces jeux, ce sont des jeux très populaires. Le fonctionnement, Minecraft n'est pas un free-to-play, mais je sais que sur la version Bedrock, il y a aussi une boutique, etc. Donc voilà, des jeux qui incitent à dépenser de l'argent, des jeux sur lesquels on est amené à passer beaucoup de temps parce qu'ils n'ont pas de fin en fait en tant que tel. Et aussi, je ne l'ai pas abordé, mais tout l'aspect social des jeux. Donc ce sont des jeux auxquels on peut jouer vraiment à beaucoup. Donc voilà, ça c'est mon corpus de jeux.
Et donc moi voilà, c'est essayer de comprendre les enfants, comment ils jouent, comment la pratique vidéoludique a du sens pour eux, pourquoi ils jouent, comment ils se situent, comment ils font face aux stratégies de l'industrie. Donc là, dans mon corpus théorique, j'essaye de repérer un petit peu les problématiques de l'industrie pour après pouvoir appuyer un petit peu au cours de mes observations là-dessus. Mais je ne vais pas faire une analyse des jeux, ce n'est pas le corps de mon travail de recherche. C'est vraiment juste pour m'appuyer, avoir un appui pour mes entretiens. Et puis les parents, c'est par rapport au discours éducatif. Donc moi, je vais demander aux enfants aussi, je vais essayer de comprendre quel est le discours qu'ils entendent, comment est-ce qu'ils se situent par rapport à ça. Et donc, je vais leur demander à eux, mais je vais aussi essayer de voir avec les parents, voilà, quel style de parentalité il y a, est-ce que ça a une influence sur la pratique en fait des jeunes. Et je vais d'ailleurs mener une partie de mon corpus ici au Canada. Donc, je vais faire une partie en Belgique et une partie ici pour essayer de voir s'il y a une différence en fait dans la pratique des jeunes, parce que je sais que, d'un point de vue éducatif, il peut y avoir des assez grosses différences et que l'ancrage géographique a vraiment une importance, l'ancrage géographique et culturel sur la manière d'éduquer les enfants et la parentalité, notamment des pratiques numériques. Et donc voilà, les parents, c'est aussi un petit peu annexe périphérique et l'analyse des jeux aussi. Mon cœur, ça va vraiment être les enfants. Je vais faire je ne sais plus le nom, un peu comme des visites guidées. Donc je vais leur demander de jouer, je vais les observer jouer, essayer de voir avec eux qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, pourquoi tu as fait ça, voilà, des choses comme ça. Je vais aussi mener des entretiens dans un deuxième temps, donc pour essayer de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, qui verbalisent leur pratique. Et puis, voilà, des entretiens avec des parents, mais c'est plus périphérique. Super. On aura encore le temps pour une question. Ah oui, ça va. C'est moins une question qu'une suggestion. En fait, il y a une question dedans, mais est-ce que tu connais la chaîne YouTube Development Games? Non. Parce que je sais que par rapport à ta question de recherche, ils ont fait une enquête sur la question de Roblox aussi, notamment aborder comment c'est monétisé, mais aussi le travail des enfants qui est à l'intérieur dans des groupes de développeurs un peu louches. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant aussi, même si ça s'éloigne un peu de ton sujet, c'est quand même dans les environs. Mais ça s'éloigne pas tant que ça, parce que, de nouveau, j'en ai pas parlé, j'en ai un peu parlé avec les modes et les pratiques, le contenu généré par les utilisateurs, mais Roblox, Fortnite et Minecraft sont des jeux aussi qui permettent énormément l'investissement en fait en temps et en énergie dans le développement de mini-jeux, de construction, de serveurs, etc. Et donc, c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup aussi, comment est-ce que les enfants sont embrigadés en fait vraiment dans des équipes de travail alors qu'ils sont enfants. Et donc aussi, c'est totalement quelque chose qui est dedans. J'avais dit tout de suite, ça touche des sujets délicats aussi. Ok, mais je regarderai.